Dernier temps d'échange de cette journée, avant la conclusion. Économie circulaire, source d'innovation pour la transition énergétique. Vous allez voir, on a 3 projets qui sont pour le moins surprenants et spectaculaires. J'appelle Pascal Duhaut, le directeur business développement de l'entreprise Colas, pour le projet Wattway, ou comment donner une seconde fonctionnalité à la route en produisant, tenez-vous bien, de l'énergie solaire pour un usage de proximité. Le deuxième, très intéressant également, Christian Bralet, le gérant de la société Bralet. Vous savez qu'on parle beaucoup, surtout en ce temps de salon du mondial de l'automobile, de l'hydrogène. Eh bien, il s'agit là de l'alimentation d'une flotte de véhicules en hydrogène décarboné, produit à partir du surplus du réseau électrique. Et enfin, Paul Arcidiacono, ingénieur recherche et développement, thésard de Bulan, pour le projet Diomix. Il s'agit de la création d'une flamme d'hydrogène propre et performante à partir d'eau et d'électricité pour les activités industrielles. Alors messieurs, on est sur 3 projets passionnants sur lesquels on pourrait passer 1 heure pour chacun d'entre eux. L'ennui, c'est que vous n'avez que 5 minutes. On arrive à la fin de la journée. Je vous en accorderai pas une de plus. Et ensuite, les questions de la salle. On y va. On commence par vous, monsieur Duhaut. Bonjour à tous. Donc, je suis là pour vous parler du projet Wattway, qui est un dispositif solaire qui est collé sur les routes déjà existantes, et qui a vocation à produire de l'électricité par la réaction photovoltaïque en utilisant des cellules de silicium. Je vous ai amené un échantillon ici pour vous montrer que ça fait 7 mm d'épaisseur. Ça se colle sur les routes existantes. Ça existe depuis le mois d'octobre 2015. On a profité de la COP21 qui était de passage à Paris pour parler de ce projet. Et donc le principe, c'est d'encapsuler des cellules du marché dans un complexe multicouche qui permet d'étancher la cellule pour la protéger de l'humidité, des agressions, bien évidemment de son environnement, et de raccorder tout cela soit au réseau, soit à la consommation locale, soit à des systèmes hybrides. Actuellement, on travaille sur des projets, on a déjà des commandes pour alimenter des bornes de recharge de véhicules électriques, pour alimenter des gîtes éco-ruraux, pour alimenter de la production d'hydrogène, pour alimenter enfin tout un tas de choses, du moment que ça demande de l'électricité localement. Je peux vous dire aussi que nous avons des demandes qui viennent de l'étranger, avec beaucoup d'intérêt, notamment du Japon, qui ont des problèmes d'énergie. Aujourd'hui, il faut savoir que le Japon importe 80% de son énergie, et Fukushima ne va pas arranger les choses. Mais l'Allemagne, les États-Unis sont demandeurs, le Canada aussi. On avait des demandes hier encore du Chili et de tout un tas de pays dans le monde qui sont intéressés à donner une deuxième fonction aux routes. C'est un bien, on va dire, qui appartient à tout le monde, à la collectivité. Lui donner un deuxième usage, ce serait vraiment une première dans le monde. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les perspectives pour Wattway, c'est que dans les 30 ans qui viennent, on va avoir 3 milliards de plus d'habitants sur la planète. Il va falloir 2 fois plus d'énergie sur la planète. On estime à plus de 1000 tranches de centrales nucléaires les besoins dans les 30 ans qui viennent. Et on va construire dans le même temps 50 millions de kilomètres de routes nouvelles. Alors je vous rassure, pas en France. Il y a 1 million de routes, déjà 1 million de kilomètres de routes en France, mais 50 millions de kilomètres de routes essentiellement en Chine, en Inde, en Afrique ou en Amérique du Sud, le Brésil. Il faut savoir que l'Afrique a 100 000 km de route, c'est l'équivalent de la région parisienne. C'est très peu. Ces routes sont dans un état plutôt décevant, on va dire, pour rester sympa, et ils ont beaucoup de soleil et beaucoup de besoins énergétiques. 700 millions d'Africains ont accès à 0 énergie électrique aujourd'hui. Pascal Duhaut, expliquez-nous comment ça fonctionne exactement, comment ça se passe. Alors c'est exactement le même principe que les panneaux photovoltaïques que vous avez en toiture. C'est tout. C'est exactement les mêmes cellules, c'est l'irradiation solaire qui vient impacter les cellules au silicium. Faut savoir que on ne récupère pas l'énergie des véhicules qui passent. Non, c'est pas de l'énergie piézoélectrique. Il y avait des systèmes qui ont été étudiés. Notamment à Toulouse, expérimentés. Oui, et à Monaco aussi, pas une société. Enfin, c'était pas la même. À Toulouse, c'était une société de Toulouse, mais à Monaco, c'était une société israélienne. Et pour l'instant, ça n'a pas donné de satisfaction dans les rendements. Ça, c'est le même système que les panneaux photovoltaïques de toiture.
C'est donc les L'intérêt, photons. c'est qu'on n'utilise pas d'espace, quoi. On utilise la route. Alors le mitage agricole, c'est un sujet aussi, c'est pas exactement peut-être l'économie circulaire, mais il faut savoir qu'en Aquitaine par exemple, en 10 ans, 6% des terres agricoles et forestières ont disparu au profit d'aménagements périurbains. Le lotissement aux zones d'activité commerciale ou industrielle, c'est absolument énorme et c'est une vraie problématique aujourd'hui pour les territoires. Colas, c'est une très grosse société. En termes de viabilité économique, de potentiel marché, j'imagine que vous avez déjà fait marcher les calculettes pour savoir ce que ça pouvait représenter en termes de potentiel pour vous. Alors aujourd'hui, on étudie les modèles, c'est un sujet très complexe. L'électricité est produite pas cher aujourd'hui à travers le nucléaire. Enfin, encore faut-il parler de coût global de l'énergie avec le démantèlement. L'énergie aujourd'hui renouvelable, qu'elle soit éolienne ou solaire, est rentable d'ores et déjà. Simplement, par contre, ça impacte les paysages et l'urbanisme. Donc ça veut dire qu'il y a un surcoût avec votre... On a un surcoût. On met cette technologie sur les territoires qui sont très sacrificiels. Laisser passer des poids lourds sur des cellules photovoltaïques, ça fait 160 microns, c'est fragile comme... Enfin, c'est épais comme un cheveu et c'est fragile comme du verre, comme du cristal, quoi. Donc on a eu besoin de recourir à des matériaux effectivement spécifiques et on a développé une technologie par rapport à ça. Donc on sera toujours plus cher. Et si on parle en watts crête, le marché mondial aujourd'hui d'une installation comme celle de Cestas, on est à 80 centimes du watt crête. C'est des prix planchers avec des panneaux produits en Chine en dessous de 50 centimes du watt crête. On est sur des technologies qui permettent d'avoir des prix très intéressants en production électrique. Nous, on sera plus cher pour des solutions locales adaptées si on réfléchit en coût global. C'est-à-dire que pas besoin de raccorder au réseau, on peut produire à 4 mètres du besoin électrique. Et d'ores et déjà, des partenaires manifestent ces besoins. On va poser un dispositif aux États-Unis, en Géorgie. Ils ont une aire de repos et ils veulent amener un usage, pas commercial, mais touristique à cette aire de repos. Et bien, ils ont choisi la technologie Wattway pour amener l'énergie plutôt que de la faire venir de kilomètres par un système traditionnel. Donc, je vous pose ma question en termes de business, ça représente quoi pour Colas ? Aujourd'hui, on est dans une phase jusqu'à fin 2017 où on est avec des partenaires démonstrateurs. On s'est fixé pour objectif de ne pas avoir de rendement économique. On expérimente la technologie avec des partenaires, 50 à l'étranger, 50 en France. Et en 2018, on lancera le produit sur son marché. Super, bravo. Des questions peut-être de vos voisins, Monsieur Bralet peut-être, Monsieur Arcidiacono. Vous êtes baba devant cette proposition? C'est très intéressant, notamment pour la production délocalisée d'hydrogène, décentralisée. On vous entend pas là, il faut parler plus près du micro. Je disais c'est très intéressant, notamment par exemple pour la production d'hydrogène en mode décentralisé. Est-ce que vous avez des lieux de prédilection déjà, fait des études entre recouvrir une autoroute, recouvrir un parking, recouvrir un centre commercial? Est-ce qu'on sait quelles sont les zones les plus exposées, les plus recouvertes? On imagine bien qu'une voiture posée sur un parking, par exemple, sur un centre commercial tout le week-end, va empêcher la production. Une autoroute, par contre, peut-être... Alors, c'est plus compliqué qu'il nous apparaissait il y a 1 an et demi. Effectivement, il y a des zones qui étaient propices et qui le sont pas. C'est une question toute bête, mais qui paraît effectivement pas très logique. C'est-à-dire que si vous avez une voiture posée là où vous avez le niveau cellule... Je viens de Toulouse ce matin où j'ai atterri et j'ai pas vu beaucoup de voitures sur certaines des routes que j'ai empruntées. En moyenne, 90% du temps, la route n'est recouverte par aucune voiture, aucun véhicule. À l'exception des zones commerciales. Et de la rocade toulousaine. Et du périph' à Paris, bien évidemment. Par contre, il y a des zones tout à fait propices et auxquelles on n'avait pas pensé, c'est les pistes d'aéroport. Ah, bien sûr. 4000 mètres de long sur 45 mètres de large. Il y a 20 à 25 mètres qui n'est jamais circulé, qui regarde le ciel pendant 30, 40, 50, 60 ans et qui est absolument propice à Wattway. Or, les aéroports sont des consommateurs fous furieux d'énergie et ont des bilans carbone souvent assez atroces. Donc ils sont très intéressés et plusieurs aéroports dans le monde nous ont demandé d'expérimenter pour savoir si c'est viable, parce qu'il y a quand même des problématiques du cas de sortie de piste de l'aéroplane. Oui, puis il y a un problème aussi peut-être c'est pas la même pression. De revêtement, hein, c'est du tarmac. Il y a ça, c'est du béton. Donc pour l'instant, on a créé ce dispositif pour des routes hydrocarbonées. Là, on est sur des bétons souvent, ce qui n'est pas le cas à Toulouse, mais donc on est en train d'étudier avec l'aéroport de Genève, avec l'aéroport d'Orly,
aussi des possibilités pour mettre Wattway sur des pistes d'aéroport. Question de François-Michel Lambert. Je félicite Monsieur Arcidia Kono, pardon, mais c'est l'esprit économie circulaire. Hop, il arrive et dit ah mais c'est de l'énergie décentralisée. Moi je saurais quoi en faire si j'ai bien compris. Bien sûr. Nous on était tout à fait. Wattway. Et lui, j'ai eu la chance de découvrir à COP 21, mais époustouflant. Et il y a déjà quelqu'un derrière qui arrive qui dit ah ouais mais là on peut raccrocher encore quelque chose derrière les flux d'électrons que vous voulez générer plutôt que de les envoyer pour faire de l'éclairage. On peut peut-être avoir plus de valeur ajoutée en faisant de l'hydrogène, si j'ai bien compris. Donc c'est ce que vous nous expliquerez après. On est sur un projet de production d'hydrogène, même 2 projets, un dans le sud de la France et un dans la région parisienne, avec l'air liquide, oui, à partir de Wattway. On a été sollicité, mais c'est pas une utilisation de Wattway qu'on avait imaginée au début. Et c'est vrai que ça excite beaucoup les imaginations. Et l'autre avantage, c'est que c'est quand même une couche de roulement. On vous pose ça sans autorisation sur une route, ce qui n'est pas le cas de toutes les ENR aujourd'hui. Ça peut aller très très vite. C'est classé couche de roulement. Christian Bralet, on reste sur l'hydrogène avec Christian Bralet. Vous, alors, dans le Tarn, il y a donc cette initiative. Le Tarn s'intéresse beaucoup à l'hydrogène, à l'impulsion notamment de sénateur Jean-Marc Pastor. Vous-même, vous êtes le gérant de la société Bralet et vous alimentez une flotte de véhicules en hydrogène décarboné produit à partir du surplus du réseau électrique. Je ne vous demande pas comment vous avez eu cette folle idée, mais au moins que vous nous précisiez le concept et les ambitions pour commencer. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Rapidement, je viens du nord de l'Occitanie, un tout petit village au nord de Rodez, et j'ai bâti mon entreprise sur ce qui se jetait et qui n'était pas récupéré. Issu d'une petite famille d'agriculteurs où il n'était pas dans la nature que rien ne se jette, quand j'entendais tout à l'heure rien ne se perd, tout se transforme, ou économie circulaire, c'était pas le langage de ma jeunesse, mais par contre c'était une réalité parce qu'on n'avait pas d'autres moyens et il fallait faire avec les moyens du bord et il fallait rien jeter. Et c'est ce qui m'a inculqué. Et c'est ce que j'ai. Si j'ai bâti mon entreprise, moi je n'ai pas été à l'école, j'ai fait comme un certificat d'études, mais je me suis basé sur ces conditions-là. Il y avait un proverbe chez nous qui disait, on parlait que patois dans les familles, nos parents disaient « calobure et des biaïs ». C'est très difficile. Mais encore. C'est très difficile à remettre en français, mais « obure des biaïs », ça veut dire tout simplement avoir du bon sens et anticiper, et de l'anticipation. Et ça a été le leitmotiv de toute ma vie. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, si je suis là, c'est peut-être tout simplement pour ça, et modestement, vous faire part un peu de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Alors je me suis toujours intéressé à ce qui était délaissé, on a traité le bois, on a fait des réseaux de chaleur, on a traité du déchet, etc. Alors pourquoi l'hydrogène? Parce que ça n'a rien à voir, vous me direz, avec l'agriculture, donc je suis encore agriculteur, ni à l'agriculture, ni aux déchets, mais on a dit, voilà, j'étais un des premiers, il y a une dizaine d'années, à faire du panneau photovoltaïque. Et quand on faisait du photovoltaïque comme Monsieur Tout-le-Monde, c'était alléchant parce que le prix de rachat était très cher, c'était 0,60 et ça a un peu changé, oui. Ça rapportait de suite. Mais par contre, ce qu'on n'a pas pensé, et ce que beaucoup n'ont pas pensé, que la valeur de l'obligation de rachat était que de 20 ans. Mais 20 ans, ça paraît très long. Mais quand on y arrive, surtout à mon âge, on voit que ce n'est pas grand-chose. Et quand les 20 ans sont passés, il faut savoir qu'EDF n'a pas obligation d'achat. Il y a même certains pays qui payent pour envoyer l'électricité. Donc l'électricité devient un déchet. Un déchet. Et en Aveyron, on est quand même le premier département de France de production d'énergie verte. On est bourré de barrages, d'éoliens, de photovoltaïques, maintenant de la méthanisation. Donc, si vous voulez, en électricité, on produit plus qu'une centrale atomique. Donc vous récupérez le surplus, expliquez-nous le process. Alors si vous voulez, voilà, l'électricité, comme chacun doit savoir, elle se produit au fil du temps, à part les barrages qu'on peut couper la vanne, mais la rivière, on ne peut pas couper la vanne quand il fait vent. L'éolienne, elle tourne, le photovoltaïque, ça tourne toujours et ça produit. Et à des heures de pointe, l'électricité vaut très cher. Et en bon Aveyronnais, vous prenez quand elle ne coûte pas trop cher. En Aveyronnais, vous savez, on n'a pas l'habitude de... bon, je ne dirais pas, mais
C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le choix, comme je dis en avant de mes propos, on n'avait pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on avance. C'est pas quand on a les moyens à foison qu'on arrive à faire des choses. Non, c'est quand on est en manque. Quand on est en manque, si on veut sortir la tête de l'eau, il faut avoir des idées, et puis il faut se mouiller. Et puis tant pis, il faut dire, on va essayer. Il vaut mieux avoir risqué d'essayer que de regretter de ne pas avoir essayé. Alors qu'est-ce que faisait EDF de ces surplus avant que vous les rachetiez? C'était perdu. D'accord. C'était perdu. Donc là, vous les rachetez. Alors c'était un coût combien par rapport au prix Alors si vous voulez, cette électricité qui est perdue, ça s'appelle de l'énergie fatale. Alors là, ça vient sur le marché. Une énergie de tout le monde qui vaut 15 centimes le kilowatt, elle peut tomber à 0,1, presque rien, parce que même très peu, et EDF ou d'autres producteurs sont contents de vous la vendre, parce que sinon, elle était perdue. Alors, quand on m'a parlé d'hydrogène, moi, il y a déjà 5 ou 6 ans, j'ai la chance, comme je dis, je n'ai pas été fait de grandes écoles, mais j'ai la chance de bien être entouré par mon épouse, mes enfants et un ingénieur, Aurélie, mon ingénieur. Et avec tout ça, on a mis ça en exergue. On a connu, avec notre photovoltaïque, vu qu'on était des précurseurs, on a connu un ingénieur qui était dans l'énergie navale, dans les sous-marins. Il nous a parlé d'hydrogène. Alors de suite, ça m'a fait tilt, j'ai dit « qu'est-ce que mais on va essayer de s'y pencher. Quand j'ai vu qu'on pouvait mettre de l'énergie en boîte, comme je dis vulgairement, chez nous, à la campagne, on tue le cochon pour la mettre en conserve, pour avoir la viande durant toute l'année. Là, ça va être le même procédé. On va prendre cette électricité, se la mettre en conserve et la sortir quand on veut, et surtout la rendre mobile. Mais pour quel usage alors? Eh bien surtout, au début, ça va être pour faire marcher des voitures et des camions, parce que moi, mon premier métier, je suis quand même transporteur, c'est pour faire marcher des camions. Et puis, si vous voulez, il faut anticiper, parce qu'on sait très bien que le moteur à explosion, ça a été une trouvaille, et ça ne peut pas durer. On ne peut pas continuer à polluer. C'est sûr que le pétrole, comme on disait, je pense qu'on n'en manquera jamais, on ne le finira pas, il vaut de moins en moins cher, ce qu'on a vu, mais c'est pas là. Et c'est là où on pêche en France, c'est qu'il faut anticiper. Il ne faut pas regarder une question de coût, il faut regarder surtout une question de vivre. Parce que quand j'entendais tout à l'heure une dame du CIDEM qui disait « trop pas vendre le compost », pourquoi? Parce que les paysans ne veulent pas s'embêter à l'étendre, sinon il y aurait une utilité. De tout c'est pareil, Alors je pense que c'est des façons de vivre, il ne faut pas regarder le coût, mais si on a une idée, il faut la suivre. Parce qu'on sait demain qu'on ne pourra pas continuer à aller en ville aux heures de pointe avec des moteurs qui font du bruit et qui en fument, qui créent des maladies. Non. Alors je pense que la seule solution, c'est l'électricité et l'hydrogène, parce qu'il y aura beaucoup d'autonomie. Alors c'est un beau projet, mais quelle est sa viabilité économique? Vous n'allez pas, encore une fois, en bon Aveyronais, aux poches profondes, vous n'allez pas gaspiller de l'argent. C'est que véritablement, il y a un retour sur investissement que vous avez escompté à brève échéance. Non, comme je vous dis, dans la vie, il n'y a pas que l'argent qui compte. Je passe sur. Ouais, mais enfin, un peu quand même. Mais c'est tout à fait, si vous voulez, il faut anticiper. Moi, si j'avais fait des bilans financiers, je n'aurais jamais fait. M. Bardot, qui est dans la salle, peut témoigner. Si j'avais regardé que l'argent, je ne serais sûrement pas là. Parce que, non, c'est pas 1 plus 2, puis gagner de l'argent pour faire quoi? Je pense qu'on est sur Terre pour marquer son passage, pour faire quelque chose dans sa vie. Et je pense que c'est à partir de là, il y a toujours une porte qui s'ouvre, mais il faut oser. Et aujourd'hui, le bilan économique, nous, notre station hydrogène, elle va coûter 3,5 millions. Quand j'étais à la banque au domaine des 3,5 millions, il me dit, monsieur Dravet, combien ça va vous rapporter? J'ai dit, ça va rapporter dans les 20 000 euros. Mais il m'a dit, attendez, vous êtes dingue. J'ai dit, peut-être, mais on va essayer. Et je suis sûr que peut-être, je ne verrai pas, mais mes enfants le verront, mais je pense que c'est l'avenir. Mais pour commencer, il faut commencer. Si ça rapportait au début, ils n'attendraient pas des petits bricoleurs comme nous pour attaquer, croyez-moi. La transférabilité, finalement, s'il faut sortir 3 millions à chaque fois, ça va être compliqué, mais évidemment, on pense aux Pyrénées qui ont un parc hydraulique monumental, où on pourrait imaginer une station qui récupérait les surplus d'énergie. Mais moi, j'ai un collègue, là, c'est Cantos, qui est l'association du LIAC qui s'y penche, qui va créer aussi une petite station dans l'Ariège. Et on va créer, parce que nous... Un réseau. La région, il y a EDF comme partenaire. On va commencer à monter cette route de l'hydrogène. Cette route de l'hydrogène, nous, la nôtre, à Rodez, ça sera la première et la plus grosse sur les territoires français. Ça, on a commandé l'électrolyseur à Areva. C'est le premier Areva qui sort, c'est le plus gros électrolyseur
qu'ils n'ont jamais produit, qu'ils sont en train de construire pour nous. On a commandé la distribution à AirProducts, qui est le fournisseur de la NASA. Je pense que c'est quand même quelque chose de costaud, mais maintenant ça va aller assez vite. Il y en a qui s'y branchent. Je vous dis notamment Ondulia va faire un petit poste, une petite station dans l'Ariège. Il y a déjà celle-là, la petite d'Albi, qui fait juste une station de distribution, mais Toulouse s'y penche, tout le monde s'y penche. Je pense que d'ici quelques années... Donc vos 3 millions, ils ne sont pas perdus. Hein. Je pense... Merci, Monsieur Bralet. Des questions peut-être François-Michel Lambert, Pascal Duhaut. Allez, Pascal Duhaut pour commencer. Alors moi, je voudrais apporter un peu d'eau au moulin de monsieur. D'abord, on va poser Wattway dans l'Aveyron dans quelques jours. Mais le prix de l'électricité, le sens économique des choses, il faut bien regarder de près quand même. Aujourd'hui, en France, on est dans la continuité énergétique. Tout le monde paie le même prix pour une énergie produite à des prix très différents. J'ai habité 4 ans en Guadeloupe, j'ai travaillé dans une centrale EDF qui produisait de l'électricité à 90 centimes du kilowattheure et qui la vendait 12 centimes en faisant venir du charbon de Pologne. Ça n'a aucun sens. Mais absolument aucun sens. Et pourtant, c'est nécessaire aujourd'hui. Donc demain, imaginez des systèmes différents qui se marient entre eux pour produire une électricité moins coûteuse, mais plus coûteuse que ce qu'on la vend par idéal, ça a du sens aussi. Bien sûr. Votre solution à l'hydrogène, et j'amènerai une autre idée, c'est qu'en Suisse, ils testent des engins qui utilisent de l'hydrogène en poudre dans des cartouches. Et il y a 60 scooters à Genève ou à Lausanne, je ne sais plus, qui sont utilisés tous les jours avec ce principe de l'hydrogène en poudre. Donc l'innovation est en marche. Paul Arcidiacondo, une question ? Déjà, je voulais remercier M. Bralet parce que l'hydrogène a vraiment besoin de ce genre de discours et de ce genre de personnes pour émerger. Donc merci. Et ensuite, pour continuer à faire un petit peu des interconnexions, je ne sais pas quel type d'électrolyseur vous avez pu commander chez Areva. J'imagine que c'est Eifer en Allemagne qui vous le produit. Mais aujourd'hui, il existe aussi des électrolyseurs réversibles, donc piles à combustible électrolyseurs, qui acceptent à la fois l'hydrogène et à la fois le biogaz. Donc pour continuer à croiser des flux, s'il y a des méthaniseurs en Aveyron, on peut aussi injecter du biogaz dans un système qui peut faire soit électrolyseur, soit pile à combustible et générer de l'électricité ou du gaz à façon. Voilà, donc on peut mixer encore plus les flux énergétiques. François-Michel Lambert. Non, je voulais savoir si la plus grande source d'énergie de votre entreprise Bralet, c'est pas vous-même. C'est extraordinaire. Et la démonstration, je l'ai dit, il y a 2 minutes, elle se poursuit. Voilà, la rencontre des hommes crée l'intelligence et déjà on sent que quelque chose peut aller au-delà. On n'en est qu'à 2 présentations, on va attendre la 3e, mais bientôt va naître ici autour de ce rendez-vous des solutions extraordinaires. La rencontre des hommes est primordiale. Des hommes et des femmes, évidemment. Oui, puisque si j'ai bien compris, c'est Aurélie Bralet qui est quand même qui est l'ingénieur et qui fait tenir tout ça debout, non ? Aurélie Vollet, c'est une jeune ingénieure, une Toulousaine, que c'est grâce à M. Bardot qui m'a fait connaître, parce que moi, je n'ai pas la caractère 3 délégué. Et il m'a dit... Ça, on avait compris, oui. Voilà, il m'a dit à votre taille d'entreprise, il ne ferait pas de quelqu'un. Alors j'ai dit pourquoi pas. Et alors, elle est passionnée, elle est passionnante, parce qu'elle est comme moi, elle est avide de tout. On va arriver, voilà. Et je pense que le but, une journée comme aujourd'hui, c'est le moment de bonheur. Rencontrer des gens. Bon. Comme vous dites tout à l'heure, c'est la rencontre. Tout à fait. C'est échanger. On n'est pas que sur de la technique, quoi. Voilà, il y a que ça. Juste une dernière question, Monsieur Bralet. Vous tuez le cochon cette année ? Non, malheureusement, non. Bon, d'accord. On va le mettre l'électricité, c'est pas pareil. Ok, dernière question pour Paul Arcidiacondo, qui doit vouloir dire archidiacre, non ? En italien. En italien, voilà. Le projet Diomix, la création d'une flamme hydrogène propre et performante à partir d'eau et d'électricité pour les activités industrielles. Dit comme ça paraît très simple. Je ne vais pas vous demander de nous expliquer tout le process, mais parlez-nous comme si on était des enfants de 6e. C'est vraiment pas très compliqué. Je vais essayer d'être bref et rapide.
Alors la société Bulan a monté ce projet, donc le projet Diomix, qui consiste en fait à proposer aux industriels qui utilisent une flamme donc dans tout leur process de brasage, de soudage, de découpage, de proposer une flamme propre, notamment pour substituer la flamme oxyacétylénique. Donc la flamme oxyacétylénique, c'est les 2 bouteilles que vous pouvez voir avec votre plombier, chez votre plombier pour souder des tubes en cuivre, pour faire tout type de soudure. Donc on va proposer une nouvelle flamme à partir d'hydrogène et d'oxygène et qu'on va en fait générer grâce à l'électrolyse de l'eau. Donc la société Bulan, elle développe et elle commercialise des systèmes, c'est des appareils dédiés à la production de cette flamme. C'est un appareil qui va se présenter sur roulette, qui va faire différentes tailles. Et en fait, en mettant de l'eau dans cet appareil et en le branchant sur le secteur, sur la prise, vous allez générer le gaz combustible au moment où l'opérateur a besoin de la flamme. Donc au moment où il va ouvrir son chalumeau, l'appareil se met en route. Vous avez production des gaz, les gaz arrivent dans le chalumeau et il obtient une flamme équivalente à l'oxyacétylène qui va brûler à la même température, mais qui ne va pas générer ni de CO2 ni de monoxyde de carbone notamment, qui va avoir des avantages pour l'opérateur en termes de santé, de sécurité. Alors en termes de sécurité, déjà, il n'y a jamais stockage de gaz. On produit les gaz à la demande, à partir d'eau et d'électricité. Vous ne gérez plus de bouteilles, vous ne gérez plus de logistique de bouteilles, vous ne stockez plus. En fait, on s'est passé de ces boîtes de conserve. On produit l'hydrogène quand on en a besoin. En termes de santé pour l'opérateur, vous avez une flamme qui a un impact visuel au niveau des UV qui est beaucoup moins important. Donc l'opérateur n'a plus besoin d'utiliser de masque, le masque qui est très occultant. Donc ça va lui faciliter la tâche en termes d'ergonomie. La flamme produit un bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un chalumeau fonctionner, ça fait beaucoup de bruit. On a 25 décibels de moins avec cette flamme aussi. Et c'est la même performance. Et on est à la même performance. On est à 3000 degrés. À 2800 pour être exact. Ce qui va quand même changer pour les opérateurs, c'est qu'il va devoir s'habituer à cette nouvelle flamme. Chaque gaz combustible a quand même... les soudeurs et les braseurs sont aussi des artistes et utilisent un outil, ils sont habitués à leur outil. Donc ils vont avoir une petite période où ils vont avoir besoin de s'habituer. Mais c'est très rapide et généralement, une fois qu'ils sont passés à l'hydrogène, ils n'y reviennent plus à l'oxyacétylène. Vous avez noué des partenariats, j'imagine, techniques, alors, financiers. Juste pour terminer sur ce volet santé, la CARSAT, donc la médecine du travail, a reconnu ce véritable gain et finance 50% de la machine pour les PME qui veulent s'équiper. La machine coûte combien? Alors vous avez différentes tailles de machines, ça va aller de 5-6 000 euros jusqu'à 20-30 000 euros selon la puissance dont vous avez besoin. Et ça, c'est développé où? C'est développé à Montpellier, à côté de Montpellier. Ouais. D'accord. Et les partenariats, vous avez travaillé avec des universités, j'imagine, des laboratoires? Alors, plus que ça, on a travaillé avec les universités, avec l'ADEME, avec la SATT, avec l'Université de Nantes, Polytech Nantes. Je suis un bon exemple de ces partenariats. Je suis tout juste thésard, je viens de déposer ma thèse il y a quelques mois, ADEME, donc une thèse financée par l'ADEME en collaboration avec Bulan et l'Université de Montpellier. Donc j'ai travaillé sur le système de génération d'électrolyse à l'Université de Montpellier dans un laboratoire, financé par l'ADEME. Et en même temps de cette thèse, on était aussi en partenariat avec la SATT, la Société d'accélération de transfert de technologie, pour faire mûrir un brevet qui concernait les électrodes, donc des composants de l'électrolyseur, et les amener à maturité industrielle. Viabilité économique de l'entreprise Bulan? La viabilité économique de l'entreprise Bulan. Aujourd'hui, Bulan a presque 10 ans, donc on va dire que pour quelque chose qui était une start-up, elle a commencé à l'incubateur de l'école des mines d'Alès. Aujourd'hui, elle était ensuite dans son garage. On était une start-up garage, on a monté nos machines dans un garage, un vrai. On est passé dans des locaux temporaires. Aujourd'hui, on construit nos propres locaux à Fabrègues. Donc, on va dire que ça va plutôt bien. Ça reste une entreprise innovante avec tous les risques que ça comporte. Combien de salariés, quel chiffre d'affaires? En 2010, ils étaient 3. Aujourd'hui, on est 12. Le chiffre d'affaires, on va dire que pour cette année, on a un objectif d'1 million d'euros. On a fait une levée de fonds en juin dernier de 2,7 millions d'euros. Donc, on a des investisseurs qui nous font confiance. C'est une boîte technologique industrielle. C'est pas
C'est très coûteux, il faut monter des prototypes, on a attrait à la sécurité, on utilise de l'hydrogène, on doit garantir à nos clients une viabilité, une robustesse à 99,999% le plus haut possible. D'accord. Voilà, donc, et au niveau des partenariats, on va aller de Montpellier à Toulouse, à Nantes, on travaille avec 2-3 universités en même temps. La question de la transférabilité ne se pose pas. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'évidemment, j'imagine que toutes les entreprises d'Occitanie qui seraient intéressées sont les bienvenues. Toutes les entreprises d'Occitanie qui utilisent une flamme dans des activités industrielles. Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que du monde. La première cible quand même de la société, ça a été les grands comptes pour en fait convaincre les marchés que la flamme était viable. Les grands comptes, c'est Thales, De Dietrich, c'est des très gros industriels qui utilisaient la flamme 24 heures sur 24 à peu de choses près. L'objectif, c'était de convaincre que cette flamme, elle était... fait ça. Ça, c'est fait. Super. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est le marché des particuliers, enfin plus particulièrement des plombiers chauffagistes. Tout mon travail de recherche et développement de ces 3 dernières années, ça a été de passer d'une machine qui fait 100 kg à une machine qui en fait 25, pour pouvoir permettre aux plombiers d'avoir une petite mallette qui fait une trentaine de kilos, qui peut amener dans un ascenseur. Une bouteille de gaz va pas trop dans un ascenseur, qui peut mettre dans son camion sans avoir peur que ça explose. On ne stocke pas de gaz, on le produit sur le moment. Question ou pas de Pascal Duhaut et Christian Bralet sur... Non, ça me semble ce projet Bulon. Ça me semble très 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 intéressant. La question que je me posais, 35 kilos, est-ce que vous avez réfléchi à un dispositif qui pourrait aller dans le BTP aussi, pas que dans le bâtiment, parce qu'on découpe beaucoup à la Citizen. Lui, ça l'intéresse parce que Colas, c'est du lourd. Hein, vous pouvez y aller. Alors, mieux que ça, notre objectif, c'est 25 kilos. On pense aux artisans plombiers, on pense aux gens qui interviennent sur des chantiers. Alors il y a un cahier des charges particulier sur les chantiers parce qu'on sait que vous malmenez les machines. Il va falloir une coque solide. Ouais. Mais oui, bien sûr que sur les chantiers, l'objectif c'est d'y aller aussi. Christian Bralet, une question ? Le prix de revient par rapport au traditionnel. Alors le prix de revient, en fait, il dépend de l'usage qu'en fait l'utilisateur. Parce que vous vous doutez bien que... Mais vous pourrez le louer au lieu de le vendre. On revient à l'économie de la fonctionnalité. Exactement, j'allais y venir et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de nos précédents intervenants. Aujourd'hui, on y vient en fait naturellement. Parce que pour convaincre avec cette technologie-là, on a été obligé de garantir un service maximal, un service où voilà, les machines, c'est de la nouvelle technologie, il fallait vraiment garantir à nos clients qu'elles allaient fonctionner tout le temps sans problème. Sinon c'est simple, hein, la machine, ils la mettent dans un coin, ils reprennent leur bouteille et ils disent bon c'était bien mais c'était propre. Voilà, donc en fait à travers ça... Vous réfléchissez déjà. À travers ça, on l'a développé, on y allait tout seul. Parce qu'en fait, une machine qui tombe en panne, ça arrive, comme une voiture. Et quand elle tombe en panne à Lille et que le client il appelle, il est sur une ligne de production et qu'il perd de l'argent à chaque minute qui passe, nous, on a un bonhomme qui part de Montpellier 10 minutes après avec une nouvelle machine. Ouais, il ne faut pas 10 minutes pour faire Montpellier-Lille quand même. Donc il y est le soir, ouais. Le lendemain matin, il leur donne une nouvelle machine, il prend celle qui a eu une panne, il la ramène, on ouvre la machine et on réfléchit. Qu'est-ce qui s'est passé? On améliore, on change éventuellement le composant qui n'est pas allé, puis sur toutes les prochaines machines, on aura amélioré en continu. Le client, il n'a pas vu la différence, il a eu une petite coupure, mais il a apprécié qu'on réagisse si vite. Donc finalement, ce qu'on a offert, c'est l'usage de la flamme. Bien sûr. Voilà, donc je reviens là-dessus. Et donc en fait, on y a été amené par notre service de maintenance et on pense peut-être même à court terme, je pense, aller vraiment vers de l'usage et pas forcément de la machine, de la vente de machines. Merci. Des questions pour nos 3 porteurs de projets très innovants. Une question. D'autres questions dans la salle? Non, il n'y aura qu'une seule question alors. Alors bonjour, moi ma question... Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi, Fabien Carrière de Roule Ma Frite 31. Roule Ma Frite 31. Ouais. Alors c'est pour la société Bulan. Voilà, alors moi ce que vous me dites me fait penser à la société Xogène au Canada, ou bien aux recherches de Stanley Meyer dans les années 90. Voilà. Quand est-ce que vous allez amener cette flamme dans les moteurs de voiture?
Bonne question, allez-y. Alors, c'est pas l'ambition de Bulan d'aller sur la mobilité. Il y a déjà beaucoup de monde. Nous, on a plutôt fait notre boss dans notre coin, justement en n'utilisant pas l'hydrogène dans les piles à combustible, parce que c'est les piles à combustible qui ont été choisis pour aller dans les véhicules. On pense pas au moteur à combustion, on pense plutôt à d'autres choses, on pense au chauffage, il y a plein d'applications. À chaque fois que vous utilisez une flamme, vous avez une gazinière sûrement chez vous. Il y a plein d'autres applications. Je connais voilà, ce dont vous parlez, les recherches de Stanley Meyer et aussi des autres sociétés. Il faut savoir qu'on a des concurrents. On est sur quelque chose qui est complètement libre de droit. Hein. C'est-à-dire que cette machine n'est pas brevetée. C'est une idée qui existe depuis très longtemps. Ce qui n'a pas été fait, c'est comme disait monsieur, d'oser. Bien sûr. C'est d'oser, d'y aller, et de dire, d'assurer la sécurité et de prouver que ça marche. Concernant après, là où nous on essaye de se différencier par rapport à ce dont vous parlez, c'est sur le sérieux industriel de ce qu'on propose. Voilà. Et du service. Voilà. Merci, on applaudit nos intervenants.